émission par une interrogation. Pourquoi le général Olivier Gassita Mukunda est persona non grata à Uvira et dans le Fizi? Deuxième interrogation, dialogue politique, un schéma obligé pour parvenir à la paix. Ce sont les deux questions qui feront l'objet de cette émission. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance à Grande Tribune. Nous sommes le mercredi 10 septembre 2025. Eh bien, dans cette émission, nous sommes avec, pour le moment, deux invités. Il y aura un troisième qui va s'ajouter à nous, qui va se joindre à nous. Je présente les invités par ordre d'arrivée. Maître Joël Kitenge, il est avocat, il est aussi acteur politique, cadre du parti présidentiel UDPS. Maître Joël, bonjour. Bonjour Dan, merci. Vous signez votre retour dans Grande Tribune. Non, mais on n'a pas pris de vacances à votre émission. Peut-être l'emploi du temps est de manière à planifier. Il tombe que souvent, quand vous nous classez qu'on soit en déplacement, j'aime le terrain, j'aime découvrir, j'aime apprendre. C'est pourquoi rester à Kinshasa dans un petit bureau, mon cabinet, petit bureau, ça ne nous permet pas de découvrir certaines réalités en face. Okay. Il faut aller sur le terrain, il faut discuter en face, il faut passer du temps dans la recherche et dans la découverte. Quand on n'a pas la bonne information, on ne peut pas être un bon communicant. Tout bon communicant doit être avalisé par un certain nombre d'informations. Et la bonne information ne peut pas venir d'un seul côté ou d'une seule source. Il faut tamiser toutes les sources et se faire maintenant une opinion. À ce moment-là, quand il faut répondre, je peux donner mon point de vue comme un citoyen congolais, comme un acteur politique face à une question. Vraiment, merci, merci de votre présence dans Grande Tribune. Alors, en face de vous, Monsieur Nikez Kibelbel, journaliste d'investigation, chercheur. Merci également d'être de nôtre aujourd'hui. Oui, merci Dan. Tout le plaisir est pour moi de nous retrouver et en face de Maître Joël Kitenge. J'espère que ça sera pour le bien des téléspectateurs qui aiment bien vous suivre, tout comme Maître Joël Kitenge qui est, on va dire, un des chouchous des téléspectateurs de Congo Buzz. Non, mais ils adorent tout. Je les remercie, mais je suis beaucoup de commentaires pour tout le monde. Moi, je crois que le public, comme je l'ai dit en intro, aime des idées. Des bonnes idées. De flatteurs, le public en a assez. Vous voulez ajouter un mot? Non, c'est tout. D'accord. Alors, première thématique, pourquoi le général Gassita est persona non grata à Uvira? Ça, c'est la première thématique. Voici quelques éléments d'information. D'abord, on vous brosse la situation. La situation sur place à Uvira, où il y a eu des journées villes mortes, des manifestations qui ont même viré. Vraiment, il y a eu même mort d'hommes. Mais les bilans restent pour le moment partagés entre la société civile et les autorités locales, qui varient entre 7 morts, 10 morts et même 1 mort. Donc la situation reste pour le moment tendue sur place. Le général Gassita Mukunda est accusé de collision avec les M23, plusieurs groupes armés locaux, appelés les Wazalendo ainsi que des acteurs de la société civile, l'accusent donc de collaboration avec la rébellion de la FCM23. J'estime que sa présence à Uvira est suspecte au point de réclamer donc son départ. La société civile de nationalistes congolais SCNC reproche au général Gassita de ne pas avoir su bien gérer les attaques de la FCM23 dans d'autres zones déjà occupées. Ces critiques nourrissent la défiance donc à son égard. Certains Wazalendo vont même plus loin, l'accusant donc de servir de pont ou d'agent à l'ennemi rwandais. La réponse de forces armées de la RDC, le porte-parole des forces armées de la RDC, le général-major Sylvain Ekenge, affirme que le général Gassita est un officier reconnu
par la hiérarchie. Il n'a jamais été mis en cause dans les investigations menées après la chute de Bukavu et demeure en poste en tant que commandant adjoint de la 33e région militaire. Les autorités militaires insistent sur le fait qu'un officier ne doit pas être réduit à des considérations identitaires ou communautaires, mais servir la nation entière. Le général Sylvain Ekenge a donc appelé les Wazalendo à calmer les jeux, à mettre de l'eau dans le vin, afin de ne pas favoriser l'adversaire et garder le focus sur la défense du territoire. On va donc se limiter là. Maître Joël, vous suivez cette question d'actualité depuis début septembre qu'il a été nommé là-bas, sur place à Uvira. Quelle est votre lecture? Quelle est votre part de vérité par rapport à ça? Ah ben déjà, parlons de la défense, on parle de l'armée, on parle de la sécurité. C'est un domaine utile mais complexe. Je crois qu'on va essayer de rester sur la forme et des considérations d'avis qui cadrent avec la gestion de l'opinion sur terrain à l'Uvira. C'est ce qui compte, puisque cette gestion d'opinion a aussi une sorte de piste dans la conquête du retour de la paix dans la partie. Si c'est mal parti ou mal géré, ça démoralise d'un côté, ça peut démoraliser les troupes ou démotiver les Wazalendo ou encore le soutien de ce public vis-à-vis de nos forces de défense qui font face à l'ennemi, peut rester au zénith et positivement prêt à affronter l'adversaire. Déjà, la motivation du Conseil supérieur de la défense, je ne la connais pas, même s'il y en a une. Connaissant l'armée, ils ne viendront pas vous la dire à la télé, que nous, au Conseil, on a décidé, on a fait ça, d'envoyer tel ici. Ils ne vous diront pas, ça demeure un secret et autres. C'est un officier de l'armée congolaise. Ce qui est vrai, il est officier. Nous avons essayé de trouver des éléments. Il a un numéro matricule bien identifié, régulièrement dans l'armée. Ici, de différents brassages dont on connaît. Et il a déjà servi dans la région. J'ai suivi cet aspect-là, maître, un peu. Il y a certains Wazalendo, quand on les a interrogés, ils disent que il vient d'un mixage de certains groupes armés qui ont été dans la rébellion, et c'est l'une des raisons principales. Écoutez, c'est pourquoi je voulais d'abord peindre un tableau. Oui. Sinon, on va aller, je ne peux pas réagir. Moi, je soutiens le Wazalendo. Je suis un Mouzalendo. Donc, dans le fond, je ne voudrais pas aller répondre, puisqu'un Mouzalendo a dit et tout ça. Et puis, sachant que le Wazalendo, c'est un pluriel. Ce n'est pas un groupe homogène dépendant d'un commandement. Il y en a plusieurs commandements et tous se réclament, ils s'organisent comme des forces d'autodéfense populaires, par village, par collectivité, par coin, par territoire. Et puis l'homogénéité est encore un problème qu'il faut en arriver. Donc je voudrais d'abord peindre un tableau. Tout à fait. S'il faut parler de brassage, mixage, tout, on connaît l'année. On connaît l'année que cela a été fait, des différentes étapes. Ce qui, d'ailleurs, Félix Tshisekedi, dans son adresse, à un moment, il en a dit, le Parlement congolais Sumboso a dû faire même des résolutions pour empêcher cette méthode à devenir militaire au FARDC par mixage, brassage ou par issue de conclusion de différents dialogues. On dit donc, toi, tu deviens colonel, et tu deviens général, X, Y et autres. Il en est de même de tout un lot de Wazalendo devenus des généraux d'un FARDC. Je peux vous citer quelqu'un qui est mort, on respecte la mémoire de celui-ci, c'est un voyant général, le général Chirimwami par exemple. Vient d'où? C'est un Mouzalendo. Bien sûr, ce sont des préquissés, que ce soit le général Paduri ou le général Chirimwami, ils sont des diplômés, c'est vrai. Ils ont un parcours, mais les parcours partent de quoi? De la guérilla, du maïmaï, combattant, ainsi que on les a intégrés dans l'armée. Il n'y a pas que ça. Et du RCD au MLC, de MLC au MLC KML, de Maï et tous ces trucs que vous pouvez les coller d'étiquettes, nous ont pompé. Mais est-ce que des officiers sans académie. Les accusations qui sont portées sur lui. Je ne suis pas dans le jugement d'accusation d'abord. Puisque la gestion, je l'ai dit, de sécurité, au-delà de la compétence à placer l'homme qu'il faut pour relever les besoins qui sont sur terrain du point de vue de la défense et de la sécurité,
il faut aussi lire l'opinion sur terrain. Ce n'est pas mon travail. J'ai en train de placer le mot. Il faut lire l'opinion sur terrain, qu'est-ce que ça répond. Vous remarquez, quand on a été à l'école, à l'époque, tout professeur que nous avions des différends avec lui, ou par exemple, vous ne l'aimez pas, vous ne le supportez pas. Il y a des échecs. Et finalement, sur le cours que vous n'allez pas bien maîtriser. Et généralement, nous tous, bon, ce n'est pas pour le cas, nous étions presque foutus en anglais. Et le professeur d'anglais avait toujours les problèmes avec tous les élèves. Donc, les élèves n'aimaient pas trop ce cours-là aussi. Et il y avait encore beaucoup d'autres parties de cours de maths, là. Maths, anglais, physique, chimie. C'est des cours qui ont... Et on termine, on est diplômé. On ne maîtrise pas ça. Le problème était parti de l'appréciation de l'enseignant et de la manière dont l'apprenant comprenait tout ça. Tout à fait. L'armée est aussi cela. Un bon commandant, ce n'est pas celui qui est beau de visage. Ce n'est pas celui qui fait rire ses troupes. C'est celui qui connaît le besoin de ses troupes, qui discute avec ses troupes et qui fait ce qui est mieux pour que ces troupes-là aillent à la victoire. Gassita a dirigé les opérations à Bukavu. Il n'était pas seul, c'est tout un commandement. Dans le commandement des opérations, réellement, ce n'est pas une personne qui décide dans l'armée, on le sait. Qu'un individu vient, il fait son plan, il décide. C'est toute une équipe qui met d'intelligence. D'ailleurs, dans la partie Est, c'est la partie où étaient concentrés plus de 15, je crois presque 20 généraux. Dans le même conflit de deux provinces, on avait toute dizaine de généraux. Et j'espère que par le télégramme, le téléphone, tout le moyen de communication, il s'est conjugué, c'est un plan accepté et mis en place par tous, ils le collaborent. Alors, Bukavu tombe, Goma tombe, on a vu de l'eau des officiers qui répondaient devant la justice, accusés de tout ce qu'on a attendu là. Je ne vais pas entrer en détail. Il était aussi dans les renseignements et coopérations. Quand Bukavu... Bon, ici, je reste dans tes mots. Le porte-parole de FARDC dit qu'il n'a pas été impliqué, ça veut dire innocenté par des enquêtes. À mon sens, il y en a même des arrêts qui sont sortis, ceux qui ont été condamnés à 10, 20 ans à perpétuité. Nous suivons toi à la télé. Les procès. Celui-ci n'a pas été condamné. À ce moment-là, les renseignements militaires et la justice militaire a ses raisons. Quelqu'un qui n'a pas été impliqué en mal, en tout cas, l'hiérarchie ne peut pas se réserver de se servir de lui. Je dis dans l'hypothèse de cette explication. Maintenant, si dans l'information, il était aussi dans le lot de ceux qui devraient répondre et qui n'a pas été impliqué, certaines indiscrétions trouvent même qu'à cette chute, l'hiérarchie avait décidé, à la manière dont le Rwandais le traquait, de le mettre un peu en quarantaine à Burundi. Pendant une période, on a quelque chose de comme ça. Il rentre de Burundi, oui, et on les ramène à Kinshasa. Pas en poste. Après Kinshasa, on l'affecte au Maniema. Et du Maniema, subitement, il n'y a pas longtemps, il est revenu à Kinshasa pour être envoyé là-bas sur terrain. C'est que l'hiérarchie, c'est l'intérêt de cet homme. Je dis, et savent, moi je ne connais pas. Et connaissent le rôle et pourquoi on le place. Mais seulement ils ne sont même pas obligés de venir expliquer, puisque les communications de défense et sécurité, ils ne donnent pas des explications comme on analyse l'actualité sur d'autres aspects. Tout à fait. Et puis, un autre élément. Moi, j'ai eu la chance de vivre dans cette partie du territoire et d'être né. À Uvira. D'être né. La question qu'il y a, même quand on peut ne pas apprécier certains Runds qui vivent à Uvira, ou certains Runds qui se réclament le Rund originaire d'Uvira ou de l'Est, vous comprenez un peu, c'est juste une figure de style. Alors tous les Runds ne travaillent pas contre le Congo. Il y en a encore certains éléments qu'on peut trouver utiles à travailler, qui n'adhèrent pas totalement à la vision de Kagame. À des fois, nous les globalisons, mais ils sont minimes et cibles de leurs propres frères. Il faut arriver à les identifier. Parce que le Congo a donné à ces gens tout. C'est que là où ils viennent, ils n'ont jamais eu. A fait d'eux de personnes importantes. Mais il y a un petit minuscule de groupe qui réfléchissent dans ce sens-là. Mais ici, on est ce que nous sommes. Ici, on a tout ce qu'un homme peut avoir. Mais enfin, celui-là, il se sert, mais il ne prend que pour lui, pour son clan, pour sa politique.
Et au finish, quand il faut nommer les gens au Rwanda, ce n'est pas le Rund qui soit à Uvira ou qui soit à Minembwe qu'on les amène pour aller nommer ce Rund là-bas. Bon, je parle de Rund, c'est mes oncles. C'est un exemple. Et il y a d'abord une catégorie que les services de sécurité identifient en tant que tel. Généralisons quelqu'un. Juste puisqu'il il a un tel sourire, il a tel dent, et tout ça, non, à cause de ces dents-là, celui-ci peut être ça. À cause de son nez gauche, il peut être ça. Donc, il ne peut être qu'un traître. Je pourrais terminer enfin, tu peux répondre, excusez-moi. Pas de souci. Mais lui-même, ça que moi je reproche, mon analyse, à moins qu'on nous dise que, puisque tout ce qui se passe actuellement dans les nets, c'est de l'intelligence artificielle. Et toutes les personnes qui commettent des fautes sont les IA. Et dans le fond, on sent que c'est un audio authentique. Mais non, c'est l'intelligence officielle. Ce monsieur, d'après l'audio que tout le monde, je ne sais pas si tu en as eu, circule, celui-ci s'est plaint. Il menace le Wazalendo. Et dans cet audio, il s'identifie d'une ethnie et il accuse le général de Wazalendo pour massacrer son ethnie. Et il leur promet la mort. Qu'il a enregistré, est-ce vrai? C'est l'élément aussi déclencheur de ça. Ah bon? Lui, le général, on est général au FRDC, on est général de l'État congolais. On n'est pas général Tetela. On n'est pas général Hund ou encore général Luba Ndandi. Et tu prends et fais cause comme général Ndandi, par exemple. Ça, c'est sans expliquer. Et là, ça frise. Ça choque. Il se termine mon ethnie alors. Il est là-bas pour protéger quelle ethnie ou pour protéger quel État, pour quelle mission. À ce moment-là, cet audio parlait une menace pour le Wazalendo. Et il se met lui-même en difficulté entre collaborations. Mais ici, au niveau du commandement de la défense, je crois trop de théories, ça dépasse. Même quand on a créé le RAD, d'accord. Bon, si vous voulez, dans le deuxième partie, on va discuter. Vous pouvez leur donner la parole. Merci. Merci beaucoup, maître. Là, vous entrez déjà dans les propositions. Le RAD existe déjà, mais je ne sais pas comment ça fonctionne là. D'accord. Je vais vous passer la parole. Je salue d'abord maître Samuel qui vient de nous rejoindre. Bonjour, maître. Bonjour, très chère dame. Je présente mes excuses à l'endroit des téléspectateurs qui vont nous suivre. On était juste pris par certaines usances professionnelles, alors on vient servir la nation autant que l'on puisse faire. Je salue aussi l'intervention de maître Kitenge. Je crois qu'en matière sécuritaire et militaire, il est toujours très utile. Voilà pourquoi c'est lui qui parle le plus. Même politique aussi. Même politique, mais les questions militaires, ce sont des questions qu'il maîtrise tellement bien et quand il parle, nous avons plus l'attention d'apprendre à l'écouter parler. On va revenir le temps opportun pour pouvoir répondre avec votre autorisation. Merci bien. Pour peut-être rappeler Je salue aussi tous les co-débatteurs à la même occasion. Monsieur Niquez. On parle du général Gassita qu'on refuse là-bas à Uvira. On va essayer d'analyser sur ça et puis on revient sur le dialogue politique aussi comme voie de sortie des crises. Je pense que je vais donner la parole maintenant à Monsieur Niquez. Monsieur Niquez, quelle est votre lecture? Oui, merci beaucoup. J'ai suivi maître Kitenge. Bon, ma lecture, c'est la lecture du terrain. J'ai écrit ce livre, Les rébellions rwandaises au Kivu, de 1996 à 2024. Ce livre se termine avec la chute de Kanyabayonga. Et dans la chute de Kanyabayonga, ce problème se pose. C'est le général Chiko qui est au commandement. Et vous avez son adjoint chargé de l'enseignement et des opérations, c'est un Tutsi. Tous les Wazalendo du Grand Nord le déclarent être en faveur ou aux côtés du Rwanda. Et ça déstabilise totalement le front. Ici, ça se pose le problème, nous le disons tous les jours, du mariage civilo-militaire. Lorsque l'armée ne peut opérer que lorsque les civils sont là, ou les civils l'appuient. Et lorsque les civils ne sont pas avec l'armée, toutes les armées du monde, on ne peut pas gagner. Ça, c'est un principe. Or, il se fait que pour le cas du général Gassita, nous allons entrer dans les détails après, c'est toute une population d'Uvira qui ne veut pas de lui. Pour des raisons diverses. Et dès lors qu'il n'y a pas mariage, dès lors qu'il y a des morts, quelle que soit sa technicité,
ça devient un problème. Non seulement pour lui-même, mais pour toute une nation. Surtout que Uvira, c'est aujourd'hui le verrou. Revenons à ce qui se passe à l'Est, et notamment à ce livre. Quand nous écrivons ce livre avec la chute de Bunagana, dans ce livre, nous disons qu'on doit arrêter les généraux Yav et Chirimwami. Le général Yav Filemon a été arrêté. Okay. Le général Chirimwami n'a pas été arrêté. Peut-être si on l'avait arrêté, peut-être il ne serait pas mort. Bon, je ne fais pas comme Papa Wemba qui dit Moutalinga Koufa jeudi, Koufi mercredi, donc on meurt le jour où Dieu a voulu. Chirimwami est parti. Dans votre livre, vous dites que vous aviez recommandé qu'il soit arrêté qu'il soit interpellé. C'est ça le vrai mot. Voilà. Okay. Parce que lorsque vous avez reçu une mission et que les résultats ne sont pas ceux escomptés, vous devez répondre. Et si Yav avait été jugé, même pas publiquement, on allait casser le réseau. Parce que Maître Guiteng l'a dit, un général, il n'est pas seul. Il a tout un réseau. On allait démanteler le réseau dont il était accusé, à tort ou à raison, faire les lits du Rwanda. On l'a arrêté, on n'a jamais jugé publiquement, on n'a jamais démantelé le réseau et les localités tombaient une à une. Alors, pour revenir à ces cas, le général Gassita est nommé au mois de janvier 2025. Il est commandant second chargé des opérations et de renseignement. C'est ça le cœur de la guerre. Opérations et renseignement. Bukavu tombe. Faut-il encore le faire revenir comme on a fait la même erreur qu'on a commise avec Chirimwami? Alors c'est ça la question que nous, d'abord observateurs, et puis nous qui nous occupons des questions de défense et de sécurité, nous posons à haute voix. Comment on peut faire revenir quelqu'un qui était à la base d'une... Pas seul, hein, mais un ensemble de gens qui étaient à la base d'une défaite. Mais le général Ekenge dit qu'il n'a jamais... Voilà. Il n'a jamais été mis en cause dans les investigations menées après la chute de Bukavu et demeure en poste en tant que commandant adjoint de la 33e région militaire. Moi, je réfléchis comme homme de terrain, comme observateur, comme quelqu'un qui s'occupe des questions de défense et de sécurité et qui écrit des livres sur l'armée. Donc, je ne veux pas entrer en discussion avec le général Ekenge, mais je dis seulement ceci, qu'au mois de janvier, le général Gassita est nommé commandant second chargé des opérations et renseignements. Au mois de janvier. Le 27 janvier, Goma tombe. Le 7 février, Bukavu tombe. Donc c'est eux. Et pourquoi le ramener à ces postes comme s'il n'y a pas d'autres personnes, d'autres généraux? Je ne dis pas qu'il n'est pas capable. Je dis parce que je commence par la relation civilo-militaire. Donc vous pensez que la chute de Goma et Bukavu a un lien peut avoir un lien avec sa nomination? Non. Suivez-moi très bien. Oui. Je pars d'un principe. Quand Bunagana tombe, quand Kiwanja, tout ça tombe, il y a deux généraux qui étaient au front, le général Yav Filemon et le général Chirimwami, qui sont relevés, interpellés. Yav Filemon est jusqu'aujourd'hui aux arrêts. Chirimwami est déplacé à la 32e région militaire, c'est-à-dire en Ituri. Donc, il n'y a pas de jugement public. Nous sommes en 2022. Et en 2024, on retourne chez Chirimwami là où il avait, entre guillemets, fauté. Vous comprenez ce que je dis? C'est le même mode opératoire. En janvier 2025, le général Gassita est nommé. En février, Bukavu tombe. Et nous sommes au mois de septembre, on le retourne. J'ai dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que quand vous lisez les revendications de la société civile, on dit quoi? Les mêmes qui ont été à la base, disons, qui ont été... Donc vous ne croyez pas trop à ce que Ekenge a dit, hein? Non. Là vous me confrontez au général Ekenge. J'ai dit ceci. Moi, je suis un homme de terrain.
j'ai fait des analyses. Ok. J'ai fait des analyses, comme je m'occupe aussi des questions de défense et de sécurité. Je relève des points. C'est-à-dire que même si je suis devant le chef d'état-major général ou le ministre de la Défense, je lui poserai ces questions. Mais comment se passe la nomination dans l'armée? Non, Maître Guiteng vous a dit qu'il y a des choses, moi je ne sais pas comment ça se passe. Moi j'ai fait des analyses sur les éléments dont je dispose. Non, mais parce que vous avez dénoncé le fait qu'il a été nommé et puis il y a des villes qui sont tombées après. Donc, quelque part, vous dénoncez le fait qu'il n'a pas été à la hauteur. Ou ce n'est pas cela? Non, moi je fais un constat. Oui, c'est un constat, mais nous tirons des conclusions aussi. tu peux tirer des conclusions. Moi, je pars des constats. Je suis parti des premiers constats sur Yav et Tchirmoine. J'arrive au problème de Gassita. Je trouve qu'on a procédé de la même façon avec Tchirmoine. Disons avec Gassita comme à l'époque avec Tchirmoine. Alors que dans ces livres, nous disions que ces gens-là, enfin, ces généraux, pour être propres, comme ils avaient été soupçonnés et interpellés, on devait les juger pour démanteler le réseau. Parce que l'armée, c'est toute une chaîne. Donc, lorsque vous accusez quelqu'un d'être de mèche avec le Rwanda, il est général, il a des colonels, parce qu'il a la troupe. Il a toute une chaîne qui obéit à ses commandements. Si vous ne démantelez pas, mais regardez, depuis le jour où Yav a été arrêté, jusqu'à ce jour, mais les localités sont tombées une après l'autre. Donc, si on avait démantelé les réseaux, parce que, moi je ne sais pas si ce dont on l'accuse est vrai, mais tout ce que nous savons, il a été arrêté. Merci beaucoup. Non, laissez, je vais pas laisser, mais je vais aller plus vite. Oui, mais bon, une minute s'il vous plaît. Alors, donc je parlais de ces problèmes de mariage civilo-militaire, mais je parle aussi, même si l'armée est apolitique, mais nous revenons sur le problème de la territoriale des originaires. Même dans l'armée, notre armée, c'est qu'elle est. C'est-à-dire, vous avez les brassages, les mixages. Vous ne pouvez pas prendre les mêmes, parce que notre armée a une histoire récente où les troupes se sont affrontées. Le RCD a affronté les FAC. Le CNDP a affronté les FRDC. Le M23 a affronté les FRDC. Si vous prenez les mêmes, quel que soit, je ne dis pas qu'il est en tort, mais vous les remettez dans le milieu où il a opéré normalement, quelles que soient ses capacités, il y a une population qui l'a vu, il y a une population qui a un mot à dire, et la population dit ceci. D'accord. Qu'on le déplace, qu'on l'affecte ailleurs, qu'on nous donne un autre officier, parce que pour nous estimons qu'il n'est pas à la hauteur de faire le travail. D'accord. Merci beaucoup. Vous comprenez un peu? D'accord. Moi, je ne juge pas, moi, je parle des faits sur terrain. D'accord, merci. Monsieur Nicaise Kibel, voilà. Maître Samuel Koko, bon, vous êtes avocat, vous suivez vraiment l'actualité. Je pense que ce sujet ne vous est pas tout à fait nouveau, hein? Bien entendu, c'est vrai que c'est une matière très délicate, mais on va essayer d'y poser aussi un mot après avoir écouté les interventions de mes deux prédécesseurs qui ont été très pertinents. Oui. J'aimerais ici carrément relever d'abord un aspect, c'est lequel, comme l'a dit M. Nicaise tantôt, vous avez une mise en place qui se passe dans l'armée dans une région précise, à l'issue duquel les personnes qui ont été nommées ont assumé les mêmes fonctions dans une région qui est tombée dans les camps de l'ennemi. Alors, à ce stade, je me pose la question, le bien fondé de ces genres de nominations. La même personne qui était dans une région qui est tombée dans le camp de l'ennemi, vous la prenez, vous la réaffectez dans une nouvelle région. Je ne sais pas entrer dans les questions stratégiques qui relèvent carrément de la discrétion du président de la République et du haut commandement militaire, mais en tant qu'observateur, personnellement, je me pose des questions dessus. Un deuxième aspect aussi, il faudra retenir aussi une chose, c'est que les Ouazalendo, c'est presque une structure d'autodéfense populaire qui s'est réunie. Il y en a plusieurs, les structures d'autodéfense. Alors réunies, c'était dans le but de pouvoir empêcher la progression de la rébellion qui descendait vers Ouvira afin de déboucher vers le Katanga. Ils ont joué un rôle important. Et le rôle important qu'ils ont joué les a fait passer aujourd'hui pratiquement comme étant des supplétifs à l'armée censés pouvoir protéger les territoires nationaux.
Aujourd'hui, les Ouazalendo se sentent carrément presque une voix aussi qu'on doit écouter. Pourquoi? Parce qu'ils ont joué un rôle important. Et nous le disions en son temps. L'envergure que prend aujourd'hui ce mouvement d'autodéfense populaire, si seulement cela n'est pas suffisamment encadré, il sera difficile de pouvoir les gérer. Pourquoi? Parce que nous savons d'où ils viennent. Les mouvements d'autodéfense populaire, à une certaine époque, on les appelait les Maïmaï. La plupart des Maïmaï, à un certain moment, dans certaines régions de l'Est du pays, ce sont des groupements qui ont non seulement des revendications d'ordre social, mais d'autres ont des revendications d'ordre communautaire. Voilà pourquoi il est très important de pouvoir régler aussi cette question-là sur le plan communautaire. Parce que si seulement on laisse cette question-là sur le plan opérationnel, il sera difficile de régler cela. Pourquoi? Parce que vous avez des revendications qu'on ne sait peut-être pas dire sur les plateaux et qui sont très importants auxquels on doit faire très attention. Alors moi je crois que en très peu de mots pour pouvoir chuter, il serait plus indiqué d'obtenir la paix sociale dans cette région. Et la paix sociale passerait par quoi? Par deux voies premièrement. La première voie, c'est associer les acteurs communautaires dans cette question de nomination de l'actuel général. Et la deuxième possibilité, c'est seulement de rapporter cette mesure et de nommer un nouveau responsable dans cette région. Nommer un nouveau responsable dans cette région-là, je vais prendre une déclaration de M23 qui a aussi parlé de cette question. J'espère que je vais la retrouver. Bon, on avance. Maître Joël Kitenge, compte tenu des origines du général Gassita, est-ce que ça ne renforcerait pas la thèse selon laquelle les Banyamulenge sont marginalisés en RDC? Ok, bonne question. La thèse ou le fonds de commerce de l'argumenteur rwandais qui existe depuis des années. Oui. Se victimiser et tenter de tirer l'épingle du jeu. J'aurais voulu, comme l'a dit M. Nick, on ne discute pas avec le général Ekenge, qui a été aussi dans la région, dans les opérations il n'y a pas longtemps, avant qu'il soit à l'état-major ici. Comment et à leur niveau ils ont jugé ou apprécié, parce qu'il faut noter que c'est aussi un audio. Rien ne prouve que c'est Gassita ou quelqu'un d'autre. Pourquoi ils ont apprécié cet audio? Ils ont apprécié cet audio comment? Quand le général s'identifie d'abord lui-même et se plaint. Et il prend en advertence de Ouazalendo dans cette adresse audio. Ça paraît un problème. C'est vrai, j'attends toujours des dialogues, tout ça. Comme par exemple, mon ami a dit qu'on associe les acteurs locaux et tout ça. Non, la loi ne le dit pas que dans plus de décisions dans le Conseil supérieur de la défense, il y a d'autres personnes qui entrent. C'est comme toutes les personnes ayant qualité à participer à ces conseils sont identifiées, sont commis. Et c'est quand tu as la tripartite la plus large que d'autres services sont associés dans la conduite de ces débats. D'ailleurs, dans le gouvernement, par hasard, que le Premier ministre d'ailleurs y participe. Même le Premier ministre n'est même pas membre du Conseil supérieur de la défense. Et que c'était le président de la République. Vous voyez? Mais c'est composé de beaucoup d'autres officiers tenant compte du cursus, de la capacité de chacun. En donnant les figures de style, je vous ai parlé des professeurs de maths, de tout ça. J'avais tout dit presque de la même manière, comme notre cher aîné qui lui est écrivain, chercheur. Et pour écrire, donc, on est là où le fait se déroule. Vous attendez, vous observez. À ce moment-là, vous êtes même observateur et parti. Vous vivez ça. Et vous êtes en train de traduire la vie que vous vivez dans un écrit. Les réalités que vous faites face. Est-ce qu'il faudra le faire partir ailleurs et autres? Puisque tout à l'heure, il était en poste au Maniema. Je dis Maniema en poste après Bukavu. Il est allé en poste au Maniema. C'est du Maniema qui est revenu ici. D'après certaines sources aussi qu'il faut que au Conseil supérieur de la défense qu'on essaie un peu d'éradiquer cette forme de rumeur donnant naissance à une sorte d'antivaleur où les gens achètent des postes, achètent des grades. Même dans l'armée.
Mais pas de la défense, c'est l'armée. Je suis dans la défense. La défense, c'est plus vaste que l'armée. Oui, justement. Parce que là, il y a des services d'intelligence qui c'est plus vaste que l'armée. L'armée seule n'assure pas la défense. Il y en a tout un tas de lots de forces qu'il faut mettre en place, qu'il faut qu'on se le dise. Alors, lorsque nous acceptons de formaliser la résistance qu'on appelle Ouazalendo, la résistance a été formalisée par une ordonnance du président de la République. On a créé la réserve de la défense appelée en sigle RAD. Et le général Padiri il a été placé comme coordonnateur, il y a un coordonnateur adjoint. Là aussi, il y a des problèmes, puisque certains individus, je préfère les appeler comme ça, politiques. Qui est politique, c'est là où ça circule l'argent. Quand on dit qu'on regroupe Ouazalendo, certainement l'enveloppe va sortir. Mais laissez-moi s'il vous plaît. Allez-y. L'enveloppe va sortir. Quand l'enveloppe va sortir, il faut sauter sur l'occasion. Et on a vu quelques députés du Sud Kivu, quelques élus, dont certains d'ailleurs ont été des membres du gouvernement, de certains gouvernements passés, sauter sur l'occasion, s'autoproclamer ici même le coordonnateur de Ouazalendo, le chef de Ouazalendo, nous parlons pour Ouazalendo. Monsieur, tu es député, va proposer le loi. Non, là je ne vais pas dire Yakutumba. Yakutumba n'est pas député, suis mon analyse. Je vous suis très bien. Yakutumba n'est pas député. Fais les lois là-bas. Il y a Bitakwira qui en a parlé également. Il n'y en a pas que lui, il y a Willy Michik également, qui sautait sur toute l'occasion. Ils ont même créé, formaté des trucs jusqu'au point où il y a Mouindoise, qui s'est Padiri. On a mis la main sur lui un moment pour le mettre en cause dans beaucoup de questions. Tout ça, c'est puisqu'on sentait qu'il y avait l'odeur d'un financement, il fallait écarter pour reprendre la coordination. Entre-temps, vous êtes devenus des citadins, vous n'êtes pas au front. Soyons sérieux. À des fois, nous prenons certaines décisions, pas pour l'intérêt de ceux qui souffrent directement, mais comment, en utilisant la souffrance des autres, moi je peux me retrouver. Encore l'égoïsme, intérêt personnel, qui peut mettre en péril la sécurité des gens. Les RAD fonctionnent comment? Quand on attend ces déclarations-là au pluriel de Ouazalendo, ils disent, et alors qu'on sait que ce mouvement-là, l'État est en train de mettre les moyens pour les formaliser, pour qu'il y ait un commandement, pour qu'il y ait un peu une certaine autonomie. Et Kenge dit que l'armée ne contrôle pas les Ouazalendo, mais l'armée collabore avec les Ouazalendo. Moi, je parle de l'État. Le gouvernement de la République définit des politiques publiques de la défense. C'est dans cette définition de ces politiques publiques qu'on a décidé que le Ouazalendo soit formalisé. À l'initiative de Mouzé à l'époque, le FAP, qui est devenu RAD aujourd'hui, n'avait pas été formalisé. C'était une initiative qui s'arrêta avec la mort de Mouzé. Il n'y a pas eu de loi et de textes qui encadraient ça. Lisez la loi créant la réserve de la défense de la République démocratique du Congo. C'est beaucoup plus vaste et plus important, plus utile, qu'on peut mettre en musique et mettre les moyens qui devient même un instrument important contre les différentes agressions. Puisque là, on peut intégrer l'aspect des RAD dans les renseignements, dans la collecte de données, dans les systèmes appelés Nyumbakumi, ainsi de suite, et dénicher avant que ça soit tard toute tentative d'infiltration ou de gestion d'informations au profit de l'ennemi. L'affaire identitaire, là, ça ne risque pas... Non, mais ce n'est qu'une farce de faiblesse. Ce n'est qu'une farce de faiblesse. L'M23 récupère ça pour dire que, voilà... Moi, je ne parle pas pour M23. M23 n'existe pas, je vous ai toujours dit. Le Rwanda et tout ça. C'est une caisse de résonance des revendications kagamiennes, avec des récrits congolais et de rwandais, tout court et clair. Quand vous suivez tout le rapport des Nations Unies, le protocole, les accords, qu'est-ce que vous appelez, signature des principes, tout ce que vous savez, États-Unis, Doha et tout, est-ce qu'il a été contredit par le Rwanda qu'il n'y a pas de troupes rwandaises au Congo? Il n'a jamais nié. Il vous dit même carrément, oui, ils vont partir, mais visent aussi neutraliser les FDLR. Ça veut dire qu'il y a des Rwandais au Congo. Alors, comment faire la différence entre le vrai Rwandais
et celui qui est venu du Rwanda, mais qui est devenu déjà congolais par la suite. C'est le comportement ici. On ne juge pas sa faciès. Il n'est pas le seul officier de ces gens appelés communautés se trouvant dans l'armée. Ici, à l'état-major, dans la police et autres, ils y sont. Est-ce que vous avez attendu que les Wazalendo vous ont donné la liste des généraux qui ne veulent pas qu'ils viennent à Uvira ou dans l'Est? Ils vous ont cité un nom. Ou la population vous cite un nom. Et quand vous allez à Uvira, vous trouvez pas mal de ces gens-là, sont policiers. Moi, ils sont nombreux là. Capitaine et agents et nombreux. On les a fait quoi? D'ailleurs, à Uvira, qui est le député? Pensez-vous que le Tutsi et même ont fait des guisards aux députés d'Uvira? Puisqu'ils sont plus nombreux jusqu'à faire de lui député? Qui l'a élu? Ce n'est pas la population d'Uvira. Attention, qui a élu Nyarugabo l'autre fois comme député? C'était dans quel territoire? Ce n'est pas Uvira. Il fut même élu sénateur à Kinshasa, Nyarugabo. Député, sénateur. Non, je préfère rester dans la... Élu, député et sénateur ici à Kinshasa. Donc, l'identité là qu'on colle aux Congolais, de chasser une ethnie, tout ça, non. On n'a pas peur d'une ethnie, on n'est pas complexé face à une ethnie. Ils se victimisent pour rien, et alors pour rien. Ils sont ici à Kinshasa. Allez à l'OCC, vous allez être étonné, vous allez penser comme si c'est leur maison. Allez au DGDA, vous allez étonner comme si c'est leur lit. Et quel jour vous avez suivi la vidéo ici à Kinshasa, qu'on l'a trouvé dans un supermarché, tout ça, ou dans le bureau, quelqu'un venu lui cogner une claque? Non, puisque tu as les nez ou les dents de ceci. Non. Parlons cette question. Qu'est-ce que vous recommandez aux autorités pour qu'on puisse... Moi, je recommande les autorités. Oui. Moi, j'ai toujours resté dans le principe anglophone de action et intérêt. Lorsque le gouvernement met quelqu'un à une responsabilité, il attend de cette responsabilité une action pouvant aller dans le sens de la solution sur le terrain. Alors, à l'écapitula, je me pose aussi une autre question. Est-ce que réellement, pour prendre un poste de commandement, il faut réellement être général? Je ne connais pas le règlement militaire qui le dit. Ou peut-être puisqu'on a trop de généraux, il faut créer des postes à pouvoir. Mais c'est des responsabilités aussi d'une opération qu'un colonel et major peut assumer. Je vous l'ai dit, peut assumer, puisqu'on ne tourne que sur les noms des généraux. Mais il y a combien de colonels que nous pouvons enquêter, réunir et lui confier le grade? Certainement, il est colonel, mais la fonction, il assume les responsabilités d'un général et les résultats peuvent être appréciables. Pourquoi nous nous cramponnons sur la personne? Si eux veulent, cette acte-là fragilise déjà la défense d'Uvira et le risque sur quoi? Connaissant le pont qui est entre Uvira pour aller à Tanganyika, Uvira pour glisser déjà dans le Maniema, ou encore foncer encore vers, qu'est-ce qu'on appelle, Chopo, Kisangani, dans la suite. Pendant que nous négocions, ce qu'il ne faut pas l'analyser, ou qu'il faille d'ailleurs analyser avec intérêt, le Rwanda, dès qu'il est au bord des attentes, intégration des troupes, ça lui bloque. Concession politique, ça lui bloque. Tout ce qu'il y a de revendications, ça lui bloque. Et la stratégie mise en place, le Rwanda sait que le Congolais ne supporte pas la perte de leurs frères. Qu'est fait? Il faut agrandir le champ d'occupation, conquérir plus de territoires, créer plus de chaos de part et d'autre. Une fois Kinshasa asphyxié, sera obligé de se plier à nos exigences. Merci beaucoup. Et on a des éléments, Tanda a dit, qu'ils sont en train de se renforcer en nombre dans plusieurs fronts pour dégager cette hostilité. Cette hostilité peut pousser rapidement les différentes négociations à table, tant à Doha ou à ceci, à cela. C'est à ce niveau-là. Nous ne devons pas attendre des différentes négociations, tout à ne pas à mettre des outils nécessaires à contraindre au cas où il y a basculement ou attaque. Ça, je ne sais pas. Merci. Monsieur Niquez, je repose la même question sur la personne qui est incriminée ou qu'on pointe, elle est issue d'une certaine communauté et ça ne renforcerait pas cette thèse-là rwandaise qui a marginalisation de la communauté, la Banyamulenge et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est une peur illégitime.
illicite qui n'a pas de raison d'être. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la communauté qui est mise en cause, c'est l'individu. Et on ne parle même pas de communauté. On ne parle pas de communauté. On dit, monsieur tel, le général tel, nous ne voulons pas de lui. On ne dit pas, nous ne voulons pas de sa communauté. Donc on ne peut pas avoir... Mais je reviens sur un acte que j'appelle de bravoure, posé par le président Félix-Antoine Tshisekedi, à Genval. Ils sont dans la salle. Ils signent. Quand il ressort, il nous dit quoi? La base a refusé ce que j'ai fait. Je m'incline, j'adhère à la... Mais c'est ça, c'est la base. Qu'est-ce que vous voulez encore? La population dit non. Maintenant, il y a des morts. Qu'ils soient morts ou, comme on a dit, morts d'hommes avec ou sans S au pluriel. Mais c'est une perte. Ça nous fragilise. Ne tombons pas dans le jeu de l'ennemi. Vous savez, un chef, c'est celui qui sait avancer comme reculer quand il trouve que, pour l'intérêt supérieur de la nation, ce que j'ai fait ne va pas aider, je recule. Ce n'est pas une capitulation, non. Nous avons des fronts. Il y a le dernier soldat congolais au front est à 300 km de Goma. Si vous êtes sur l'axe Goma-Beni, 300 km. Donc nous avons 300 km à reconquérir. Ne donnons pas l'occasion à l'ennemi de continuer à nous faire reculer. Mais déjà, quand on suit les déclarations de ceux qui ont pris Goma et Bukavu, ils disent que voilà une preuve que les Banyamulenge sont marginalisés au Congo. Ils en font plus ou moins une certaine récupération. Mais posez-leur la question. Dans leur armée, il y a combien de AFC? C'est-à-dire parce qu'ils sont maintenant AFC M23. Il y a Nang est venu, il est venu avec combien de commandants qui se retrouvent dans leur armée? C'est la RDF, la Rwanda Defense Force, qui se bat. C'est pas des Congolais qui se battent au front. Donc ils n'ont pas de leçons. Pourquoi ils n'ont pas nommé des commandants Banyamulenge dans les M23? Pourquoi ils n'ont pas nommé? Donc nous ne devons pas suivre ce qu'ils déclarent. Nous devons anticiper. Et l'anticipation, d'abord, nous permet d'éviter des erreurs en nous fondant sur les renseignements. Est-ce que les personnes issues de cette communauté-là ne suscitent pas quand même un peu de la méfiance vis-à-vis du peuple? Parce que, sachant qu'ils sont plus ou moins aussi, cette communauté aussi au Rwanda et au Congo, on va le dire, hein, avec les Banyamulenge et tout ça, en ayant un général ou un haut gradé de l'armée qui est issu de cette... Ça ne suscite pas un peu de méfiance? Ah mais non, parce que nous en avons au moins 15. 15 dans l'armée? Au moins 15. 15 généraux? J'ai dit au moins 15. Maintenant, si vous ajoutez jusqu'au major, tout ça, mais ça n'a jamais posé de problème. Maître Kitenge l'a souligné ici. Ça n'a jamais posé de problème. Il ne faut pas que nous puissions récupérer les discours de l'ennemi. C'est juste une petite phrase. Ouais. Qui est le commandant de la troisième... Non. N'allez pas dans les détails, maître, s'il vous plaît. Il est de votre ethnie? S'il vous plaît, maître, n'allez pas dans les détails. Nous disons seulement, nous n'avons pas besoin de citer le nom des gens. Et qui a demandé qu'on le chasse à Kisangani là où il est? Nous disons, maître, s'il vous plaît, ne citez pas les noms des gens. Nous disons seulement ceci. Si nous intériorisons les discours de l'ennemi, nous en faisons nous devenons des victimes, alors que nous devenons des bourreaux de nous-mêmes, alors que nous sommes des victimes du Rwanda. Parce que lorsque le Rwanda dit non, il y a une... En juin 2024, le rapport du Parlement rwandais disait ceci. La RDF, c'est-à-dire l'armée rwandaise, est au Congo pour protéger 3 communautés. Les Tutsis, les Banyamulenge et les Hema. Or, ces communautés n'ont jamais demandé qu'elles soient protégées par le Rwanda. C'est des communautés congolaises qui obéissent, qui vivent sous les ordres du gouvernement congolais, qui cohabitent avec les autres communautés. Si vous arrivez à Ouvira, vous croyez qu'à Ouvira, il n'y a pas de Tutsis? Si. Mais ils sont là. Mais, même dans les cellules de renseignement, mais l'agent le plus, au niveau le plus bas ne peut pas venir de bas Congo, de quoi? Mais on les prend là-bas.
C'est-à-dire que ça, c'est un faux problème. C'est pourquoi j'ai dit, ne nous autoflagellons pas. Un problème est posé, la population demande simplement que ce général soit remplacé par un autre général. Un point trait. On n'a pas à parler de sa communauté, non. Oui. Il y a aussi la question liée justement au déplacement ou à l'affectation des militaires, des généraux au sein de l'armée. Comment vous trouvez? Ça se passe bien? Ça se passe normalement? Ça répond aux besoins du peuple de sécurité? À cette question, je ne veux pas répondre. Pourquoi? Parce que d'abord, je n'ai pas toute la fourchette. Déjà, regardez ce que nous voyons. On nomme celui-ci tel endroit. On regarde ce que nous vivons déjà. Je vous ai donné deux cas, 3 cas. Je vous ai donné les cas du général Yab, du général Chirimouane, notamment du général Chirimouane. Il perd des portions, il va là-bas, on le retourne, le général Gassita. Mais, comment dirais-je, le point qui entre dans la nomination, les affectations, moi je les ignore totalement. Moi je juge sur ce qui se passe sur le terrain. Mais j'ai dit aussi que, en nous référant à la territoriale des non-originaires, qui était la politique de Mobutu. Rappelez-vous ce que le président Boss avait dit. Non, nous parlons défense et armée. Oui, mais ça s'applique pas. Rappelez-vous ce que le président Boss avait dit. Chers collègues, quittez les groupes armés. Comprenez? Lorsque un gouverneur, jusqu'au bas de l'échelle, est de telles communautés, là où il y a flagellation, disons, il y a confrontation des communautés, ça pose des problèmes. Et mutatis mutandis, nous le disons dans l'armée. Nous le disons dans l'armée. Pourquoi le même général, quand on l'envoie à tel endroit, il travaille normalement, ça ne pose pas de problème. Et pourquoi le remettre là où vous savez que ça va poser des problèmes? Mais vous ne pouvez pas me dire que l'état-major ne sait pas que si vous prenez tel, vous le mettez à tel endroit, ça posera des problèmes. Il est possible que l'armée, l'état-major ou la défense armée de la RDC soit infiltrée. Il est possible, c'est possible. Oui, d'abord le problème d'infiltration. Oui. Mais c'est toutes les armées du monde qui sont infiltrées par l'ennemi qui nous attaque aujourd'hui. Toutes les armées du monde... Et qui influencent ce qui se passe au sein de l'armée. Toutes les armées du monde sont infiltrées. Si nous n'infiltrons pas l'armée rwandaise, c'est que nous ne valons pas grand-chose. Toutes les armées du monde sont infiltrées, espionnées. Et un pays qui n'est pas espionné n'a pas de la valeur. Donc, il nous revient de créer des agents doubles, de créer des infiltrés au sein d'autres armées. Comment nous saurons ce qu'ils font si nous n'avons pas d'agents doubles, si nous n'avons pas d'infiltrés? Donc, le problème d'infiltrés, moi, je ne le pose pas comme le commun des mortels. Je dis simplement que nous devons avoir un fichier sur chaque officier, en commençant par le capitaine ou le major, jusqu'au général. Son parcours, tout ce qu'il fait, parce que regardez ce qui s'est passé avec la chute de Goma, je vais m'arrêter là. Oui. Vous pouvez vous imaginer qu'on envoie 5 généraux qui ont plus de 65 ans, donc tous à la retraite. Et vous pensez qu'un général de 65 ans peut se battre? Est-ce que nous sommes sérieux quand on envoie au front 5 généraux, tous âgés de plus de 65 ans? C'est ça le vrai problème. Parce que la retraite dans l'armée, c'est 63 ans. Et lorsque vous envoyez, nous avons besoin du dynamisme, de la jeunesse. Lorsque vous envoyez un général de 65 ans ou de 67 ans dans l'armée, il ne va pas au front. Il cherche une villa. Et lui-même, il a une escorte, l'escorte la mieux équipée. Il va au front pour rendre visite, il retourne. Et comment vous ne pouvez pas parler de détournement parce que ce général-là, il est déjà à la retraite. Merci bien. Donc voilà des faits que nous analysons. Nous n'analysons pas comment on nomme tout ça, comment ça se passe. Dès que le produit arrive sur le terrain, vous analysez. Nous récupérons le produit et nous analysons, nous montrons les failles. Merci bien, monsieur Nikez Kibelbel, maître Samuel Nkonko. Un mot par rapport à cette conflit identitaire, parce qu'on commence un peu à faire ce mélange-là. Il est Munyamulenge, voilà, les Munyamulenge ne sont pas tellement appréciés au Congo, selon tel que les Rwandais commencent à le dire. Votre lecture? Alors, merci beaucoup Dan. Je crois que je l'ai dit dans ma première prise de parole, que pour régler cette question, il fallait aussi
tenter de pouvoir faire attention aux considérations d'ordre communautaire. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une région où vous avez une certaine frange du peuple qui s'appelle être les minoritaires et qui sont pas carrément presque proches à la nouvelle personne qui vient d'être nommée. Est-ce que c'est à cause de ça que nous avons cette opposition au milieu du peuple? Je ne pense pas. Mais moi, j'ai continué à croire que le chef de l'État qui a pris dans son pouvoir régalien le droit, bien, il a exercé son droit discrétionnaire de pouvoir nommer ce général dans cette région. Je crois que, étant donné que dans la région, il y a des frictions, il y a des tensions, il y a lieu de pouvoir toujours apporter la mesure. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, on va carrément maintenir cette tension dans cette région, alors que la région, elle est aujourd'hui non seulement une région opérationnelle, mais aussi une région stratégique, dans le sens où c'est un axe qui ouvre presque à plusieurs frontières, à plusieurs autres provinces. Un verrou. Voilà, un verrou qui ouvre à plusieurs provinces. Alors, quel est l'intérêt qu'il y aurait à maintenir cette crise entre l'armée et la population? Je crois qu'elle ne va vraiment pas profiter et elle ne va vraiment pas porter fortune à l'intérêt du gouvernement. Je crois qu'il y a lieu que le président de la République puisse prendre les mesures d'apaisement qui vont amener réellement l'armée à poursuivre les missions pour lesquelles elle se retrouve dans cette région opérationnelle, et au peuple aussi de pouvoir accompagner l'armée. Parce que la population, comme on le dit, la population est la première enseignante de l'armée. Lorsque vous avez une fracture communicationnelle entre les services de sécurité et la population, vous n'avez pas tellement de chance de pouvoir poursuivre une réussite dans votre démarche. Alors pour qu'il y ait une bonne cohabitation dans cette zone qui est presque opérationnelle, il est important que la mesure qui a été prise au niveau de Kinshasa tendant à affecter le général en question dans cette région-là puisse être rapportée. Je crois que pour éviter aussi de brandir cette question d'ordre communautaire qui ne cesse de revenir, parce que j'aime pas trop parler des questions identitaires et communautaires. Ce sont des fibres un peu dangereuses sur lesquelles on doit éviter de pouvoir surfer. Pourquoi? Parce qu'elle a à des moments donnés des conséquences très fâcheuses. Alors pour éviter d'en arriver à cela, parce que vous entendrez que vous avez par exemple le représentant de cette frange du peuple congolais, les Banyamulenge, qui se trouve dans cette région des Banyamulenge. Et là, je vais parler de l'ancien sénateur Moïse Nyarugabo. Il ne cesse de brandir et de tenir des tribunes où il fait voir comment est-ce que sa communauté est exposée. Et marginalisée, entre guillemets. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on emmène un général qui est presque proche de cette communauté, quel est le message qu'on veut donner? Moi, je crois qu'on doit éviter de politiser les questions de défense. Parce que là, j'ai l'impression qu'on voulait carrément peut-être faire voir peut-être à l'opinion nationale qu'internationale que nous avons des généraux dans la région où nous avons certains acteurs politiques qui brandissent une certaine marginalisation de leur communauté. Alors, pour éviter cette politisation de cette question, il serait préférable carrément que le général en question, qui fait l'objet carrément d'un rejet de la population, puisse être ramené à d'autres fonctions ailleurs et qu'on affecte carrément un autre pour des raisons plus sécuritaires et opérationnelles. Merci beaucoup, M. Samuel Konko. Rapidement, on prend le deuxième sujet pour clore. Je crois qu'on va faire d'une pierre deux coups pour totalement clore le sujet du jour et aussi évoquer de l'une des possibilités de sortie de crise. M. Joël Kitenge, il y a des voix qui se lèvent pour proposer une issue d'échange, de concertation, le fameux dialogue dont on a parlé longtemps. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, qui a parlé de deux volets de dialogue, dialogue entre États et puis dialogue au niveau interne. La Cinco également, pas seulement elle, il y a d'autres confessions religieuses qui se sont aussi prononcées à ce sujet. Ouvira, c'est aussi la conséquence un peu de l'insécurité qui règne dans tout le pays, dans la région de l'Est, dans les régions de l'Est. Quelle est votre lecture, quel est votre avis par rapport à cette proposition de dialogue, Maître Joël, comme voie de sortie de crise? De quelle crise vous faites allusion? De quelle crise? En tout cas, il ne faut pas que les politiciens qui ont des problèmes de crise dans leur imaginaire, dans leur pensée, puisqu'il y a bon nombre d'acteurs politiques congolais qui sont en conflit contre leur propre vie, leur propre manière de penser, et il ramène ça à la place publique pour qu'on débatte ce que lui pense, ce qu'il lui imagine, pour qu'on résout la crise. C'est quand même quelqu'un de votre famille politique, l'Union sacrée
Dialogue entre États d'abord, et puis dialogue au niveau interne pour recréer la cohésion nationale. Est-ce que vous pouvez me laisser développer? Oui, allez-y. La question était vaste, vous allez-y. laissez développer. Alors, vous pensez que famille politique ou parti politique doit passer avant l'État, avant la nation, avant le peuple? Non. Ou vous voulez ramener au Congo que vivre comme Congolais, il faut faire partie d'un camp politique? Que vous diriez-vous de chercheurs comme eux qui ne sont pas engagés dans une formation politique? Il ne peut pas mettre un avis, il ne peut pas écrire, puisqu'il doit être de tel label pour penser, pour dire. Non. Moi, je ne suis pas otage d'un clan. Je suis des pestes et je m'assigne chaque jour. Mais pas esclave de mes pensées. Ou d'un dictat. Non. Mais Joël Kitenge. Vous n'êtes pas allé à l'école pour être ça. Nangina Cicerano, c'est qui le monsieur la Gassita? Moi je crois, cette farce-là qu'on ramène est une arme qu'on utilise si souvent. Souvent, si ce n'est pas quelques ethnies qui sont à l'Est, dont la plupart est, et c'est des déclarations qui sont très très permanentes chez mes oncles au Katanga. Nous. Et j'ai travaillé dans ce dossier judiciaire qui est encore en vogue, puisqu'on a vu ça au stade, et par exemple, les gens chantaient. Nous déclarons... Non, je n'ai pas vu un jeune si populaire. Les marches ont été en Europe, partout organisées. Il a aussi père et mère, faisant partie d'une communauté, des grandes communautés d'ailleurs, aucune déclaration en caractère ethnico-clanique. Alors je me pose toujours la question, les autres Congolais là, qui viennent avec leur nous, ils s'estiment être quelle nature de Congolais? Quel super Congolais que les autres? On peut arrêter un citoyen, il est en train de faire face, il subit qu'on le condamne ou qu'on la quitte, aucune communauté ne parle. Mais les autres, il suffit même qu'on écrit un article dans la presse. Il rassemble ses oncles, ses tantes venus du village, tous les voisins de sa grand-mère, et ils viennent. Nous, la communauté terre, prenons hâte. Les hauts conseils, quelle communauté? Et ce qui les lisent, c'est de prétendus diplômés, de prétendus responsables, députés, sénateurs. C'est la racaille qu'il faut éradiquer dans notre système politique. Lorsque nous cesserons, chacun comme acteur, de travailler pour devenir un peuple, pour devenir une nation. Ce n'est pas qu'on va bannir les clans et les origines, mais qu'on parle d'abord comme idée, comme peuple, comme pensée, mais on ne parle pas comme Lubakat. On ne parle pas comme Tchokwe. On parle comme nation, comme Congolais. On parle comme citoyen. Racontons des idées, mais ne racontons pas comme originaire d'eux. En tant qu'avocat, je vois ça tout le temps dans les questions judiciaires. Et souvent, les nous là, on sait d'où ça vient si souvent. Ils doivent arrêter, c'est très primaire, ça aberrant, ça n'honore pas l'élite. Quand on regarde la carrure de personnes qui viennent faire le nous, vous dites, on est où là? On est où? Et souvent, quand on m'arrête, il n'y a pas de nous qui viennent faire des communiqués. Et puis, je suis leur neveu. C'est là que je dis, mais vous êtes injuste. Vous êtes injuste. Le nous, là, pourquoi vous faites seulement pour l'autre, mais les nous, ici, on le malmène tout le temps. Pourquoi vous ne faites pas vos communiqués aussi? Pour arriver à votre question, pourquoi je suis rentré là-bas? Parce que dans votre question, là, il n'y a pas un débat. Vous parlez crise. Voilà de quelle crise? Les crises, là, vous savez que la faim, Ndjala, peut être une crise. Mais on ne l'éradique pas, Ndjala, par le dialogue. On doit avoir défini de très bonnes politiques agricoles et le montant et les moyens à investir dans ces domaines-là. Vous produisez suffisamment le riz, le maïs, le patate douce et tous les feuillages et vous produisez assez de bœufs, de moutons, de poissons et les gens mangent, il n'y a pas de débat. Il parle de crise sécuritaire. Il n'y a pas une crise sécuritaire, le Congo est en guerre. Arrêtez ça. Mettez-les... Non, arrête ça. Arrête ça, ça c'est pas une crise. Comme si des petits bandits là, hein, du genre Koulouna, qui vient, qui vous chupe le téléphone. Là, on n'est pas dans cette forme. Il faut démonter les faits tels qu'ils les présentent. D'aucuns Congolais l'ignorent, et ceci a été démontré par
plusieurs rapports internationaux fiables que le Congo est en train de perdre sa population par milliers, déplacée par millions, des infrastructures perdues, l'élan du développement freiné par l'agression rwandaise. Là, c'est une évidence. Mais quand alors, c'est ça la vraie, c'est ça la question. Mais quand vous suivez... Il ne faudra pas que des politiques en difficulté de santé politique, qui souffrent d'un quachor-corps d'existentialisme politique, s'accrochent derrière une agression d'un autre État pour se trouver à se faufiler moyen pour remettre un point de vue. Et son point de vue n'est pas la raison qui a poussé le Rwanda à prendre les armes. Mais Maître Joël, je ne parle pas simplement des politiques, vous avez aussi la SENCO qui est quand même qui est représentée dans toute la République. Hein. Attendez, il y a des diocèses. Représentée comme quoi? La République est laïque. Non, représentant quoi? Je parle d'une... Ne leur donne pas une identité qu'ils n'en ont pas. Non, je parle de la représentation sociale. Non, non, la représentation ecclésiastique de l'Église catholique. C'est combien de millions de fidèles de l'Église catholique? Il ne faut pas voir le bâtiment. Parce que dans les paroisses, là, il n'y a plus de gens qui remplissent. Il y a des bâtiments qui sont restés là depuis le temps des belles. Non, ça c'est ça. Ils sont quand même dans tous les pays, dans toutes les provinces. Ça ne me dit rien. Je parle de l'État. Arrêtons d'emmener... En fait, c'est ma façon de voir les choses. Chez nous au Congo, la Constitution est inventée à adopter la laïcité. Oui, là on est d'accord. En fait, et dans cette laïcité, vous pouvez chercher dans votre enquête pour dire quelle est la plus grande communauté ecclésiastique, quelle est la plus petite et tout ça. Ce n'est pas ça ce qui compte. Le principe d'abord qui nous gouverne est laïque. Oui. Ceux qui veulent émettre un point de vue au nom de la laïcité, alors le point de vue de la SENCO est que le point de vue de la Constitution sur le point de vue de la société civile. Ouais, c'est cela, puisque c'est apolitique. À moins que je ne comprends pas. Oui, c'est la société civile. Exact. Tout à fait. Ils peuvent faire des idées de la proposition. Et s'il y a l'embrouille dans l'approche de ce que vous dites dialogue ou approchement, le semeur des troubles de cet embrouille, c'est la fameuse SENCO. Puisque jamais un négociateur, un facilitateur, quelqu'un qui veut rapprocher le point de vue, lui-même a déjà ce point de vue, il vous les note. C'est là qu'on comprend pas. Non, moi je termine. Il vous note, il appelle ça pacte pour le bien vivre ensemble ici dans les Grands Lacs. Donc ils vont travailler au Congo et en dehors du Congo, rassembler les Congolais, les étrangers pour les mettre comment vivre ensemble. Et c'est écrit à 49 pages. C'est eux qui vous disent à la télé que le projet là est holistique, globalisant, total et général. Moi, je suis en conflit avec Maître Konko. Dan veut nous aider à parler, à pallier. Mais Dan a déjà tout écrit. C'est Dan qui est en conflit avec nous ou c'est nous deux qui sommes en conflit de vouloir bénéficier de l'appui de Dan pour dialoguer. Tous les dialogues qui ont été organisés, tant par Kabila, par la SENCO recevait les déclarations, la position du FCC et de la pluralité de l'opposition. Il notait et il essayait de rapprocher les points de vue. Mais ici, vous avez quelqu'un qui vous dit que notre projet ici, c'est ça qui va diriger le Congo jusqu'à 2060. Mais c'est la folie. Ils sont allés loin dans leur raisonnement pour nous présenter un projet politique tout en se rappelant. C'est eux qui embrouillent les gens. Au besoin, ils ont rencontré des personnes. Ils devaient noter. On a vu Kamer, il a dit ça. On a vu M. Faye, il a dit ça. Nous avons rencontré M. Kabila et tout ça. Dans leur cahier de charges, ils devaient avoir que les revendications des uns et des autres pour les rapprocher. Mais les cahiers de charges, je suis venu avec ça ici, vous vous souviendrez. On l'a lu. Oui. Ce n'est pas la position des partis qui se méfient, mais c'est ce qu'ils trouvent qui doit être fait. Vous avez déjà vu une église avec un projet de défense holistique, ça veut dire que ça englobe tout sur la nation. Vous avez déjà vu une église qui pense comment l'armée doit fonctionner et qui doit discuter pour résoudre des questions de sécurité et de renseignement? On est où? Donc, s'il y a dialogue en politique, c'est naturel. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas aussi la fin du monde. Mais nous dialoguons sur quel terme, sur le référentiel, sur quoi? Avec quel acteur? Dans quel format? Pour résoudre quel problème?
en écoutant tous ceux qui ont raconté à la télé du camp Fayoulou, du camp Kabila, et des gens qui ne savent même pas affirmer leur camp, mais on peut juste l'identifier dans le propos qu'ils défendent tel camp. Est-ce que c'est ça l'objet d'un dialogue? Maintenant, si ceux qui tuent les armes, avec les armes, sont le problème, Kabel vous dit non, dialogue entre États, avec quel État? Soyez précis. Donc, si je comprends, je l'ajoute, avec le Rwanda. On dialogue d'abord avec le Rwanda, nous terminons, maintenant on va régler. En interne, maintenant on va dialoguer pour parler quel problème. La crise là dont vous faites allusion, c'est quelle crise? On est en guerre, on a une question armée qu'il faut résoudre. Mais s'il y a des freestyles. Kamel parle de recréer la cohésion nationale. Vous connaissez combien, depuis que le Congo est Congo, s'il y a ce dialogue là, ça sera 37e dialogue. Ça a créé quelle cohésion? Ça renforce quoi? Merci beaucoup. Le temps est en train... Ça, c'est une farce que ces gens-là sont en train de nous amener. En 2018, il y a eu dialogue puisque Kabila était fait mandat. On n'a pas organisé des élections. Il fallait définir comment l'État allait partir. Nous avons un président en mandat, en cours de son mandat. Son mandat va finir. Et alors, si vous avez des choses que vous lui reprochez, peut-être dans sa gestion, dans son attitude, mais organisez-vous comme opposition pour les battre peut-être dans les prochaines élections. Profitez de ce que vous trouvez que des aléas. Consolidez ça. Ils sont occupés par le Rwanda. Par le Rwanda. Alors, et maintenant, comment on peut aller aux élections? Et les Rwandais, ils vous disent non, comme Vital Kamerhe et M. Kabila. M. Kabila, tu sais qu'il dit, on prie un petit verre de champagne, Bameli, Basololi. C'est ça ce que vous attendez que Kagame va vous dire, puisqu'il a vu Kabila et l'autre discuter. La question ici, c'est de dire aux autres Congolais sous-traitants de Kagame. Merci beaucoup, Maître Joël. De s'identifier en tant que des hommes. Donc Kabila et compagnie. De s'identifier en tant que des hommes, soit ils choisissent le Congo, soit ils agissent leur pays d'origine. C'est une autoboîte de Pandore. Merci beaucoup. On parle dialogue. Vous, quelle est votre lecture, votre avis par rapport à cette proposition de dialogue? Oui, merci beaucoup. La question, elle est simple. Je me la pose, je nous la pose. Oui ou non, nous sommes en guerre. Oui ou non, nous sommes agressés. Parce que nous n'avons jamais déclaré la guerre. D'ailleurs, là, mais je suis même très fâché contre notre État qui ne déclare pas la guerre. Nous n'avons jamais déclaré la guerre, mais nous sommes agressés. Il y a une armée étrangère sur notre territoire qui occupe des pans de territoire. Mettons-nous dans la peau de ceux qui vivent là-bas. Moi, j'ai déménagé 5 fois depuis que je suis au Kivu. À cause de la guerre. La guerre. Vous fouillez avec juste votre pantalon, votre chemise, ainsi de suite. Et vous reprenez la vie à zéro. Simplement parce qu'il y a un État où il y a des États qui ne veulent pas que nous puissions rester en paix. Vous êtes aussi parmi les gens qui ont fui la guerre. Mais je suis arrivé ici au mois de juin. Et j'ai fait 45 jours de surménage. Vous imaginez? Alors, lorsqu'on dit dialoguons, négocions, avec qui? Nous avons le processus de Washington et de Doha. D'abord de Doha. Dans le processus de Doha, on a vu le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, et son homologue du Rwanda là-bas. On n'a pas vu le ministre de l'AFCM 23. Il y a un ministre rwandais qui est sur place. Bien sûr. Je pense que c'est Vincent. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, à Washington, on ne voit pas l'AFC, on voit Kagame et Tshisekedi, ou le Rwanda et la République démocratique du Congo. Donc, comment les étrangers arrivent à mieux comprendre ce qui se passe chez nous et des intellectuels congolais font comme s'ils ne comprenaient rien. Nous sommes un pays agressé. Nous disons que c'est ceux qui nous ont agressés. Finissons d'abord. Et puis après, nous verrons nos problèmes à nous. Nous verrons nos problèmes à nous. C'est en fait simple. Que pensez-vous de cette la feuille de route de la 5O-ECC et les confessions interreligieuses qui proposent qu'on puisse que tous les Congolais, il y a opposition armée, opposition non armée, tous ensemble,
On cherche une solution. Que pensez-vous de cette feuille de route-là? Lorsque le duo Senko et SSC est arrivé à Goma, j'étais là. J'ai fait un papier, je me suis posé la question, pourquoi ils n'ont pas dit la messe? Parce que ça, c'est leur mission première, le salut des âmes. Pourquoi ils n'ont pas dit la messe? Est-ce que la messe va chasser ces gens sur place? Mais non, Dieu de l'amour, parce qu'on nous apprend que la prière est plus forte même que les armes. Vous arrivez, vous ne visitez pas les déplacés. Vous ne dormez même pas dans ces lits-là, les petits lits de 90 sur de 90 cm. Vous dormez dans des grands hôtels. Et puis vous repartez. Mais la solution, c'est quoi si... Mais la solution, c'est celle proposée par la résolution 2773. Le retrait des troupes rwandaises. Depuis de 6 mois que cette résolution a été votée. La résolution n'est pas contraignante. C'est pourquoi, au-delà de la résolution, on est dans les négociations. Parce que Kagame, ce sont les Américains, les Anglo-Saxons qui l'ont formé, qui l'ont créé. Et pour le détruire, pour le dégonfler, il faut le même schéma. C'est le même schéma. Aujourd'hui, il y a tout un peuple, les Hutus, qui sont en errance depuis 30 ans. Vous pensez que vous allez résoudre ces problèmes en nous réunissant au Congo? Alors que nous avons les FDLR, nous avons des Hutus rwandais, des Hutus congolais, tout qu'on tue. Les FDLR sont où? Mais ils sont chez nous. Il y a des FDLR chez nous. Ça, c'est pas un secret. La neutralisation, ça se passera où? Le gouvernement va accepter de les neutraliser. Ils sont chez nous. On va les neutraliser au Rwanda. Hein? Mais... Donc, le problème, il est... Dan, voici. Le problème, il est simple. La paix en République démocratique du Congo ne peut provenir que d'une paix, d'une coexistence pacifique du Rwanda. Parce que le Rwanda et le Burundi, ils ont une caractéristique de 3 peuples. Hutu, Tutsi et Twa, Pygmée. Et nous, c'est 450 ethnies. Le problème que nous avons, c'est les crises du Rwanda qui déversent leur population chez nous et qui viennent créer le problème chez nous. Si les Hutus et les Tutsis rwandais arrivent à trouver des solutions, à cohabiter, et nous sommes en paix, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Il ne faut pas croire qu'il y a un miracle. Il n'y a pas de miracle. Amenez Kagame à parler avec sa population. Vous ne pouvez pas prendre 84% de votre population, vous en faites des génocidaires et vous restez avec 14% et vous voulez vivre. Et tous ces gens, vous les déversez au Congo? Non, non, non. Il faut d'abord que la Senko ferait mieux. Parce que elle est quand même, il y a aussi des églises catholiques au Rwanda, au Burundi, tout ça. La Senko ferait mieux de demander aux églises sœurs du Rwanda de faire pression sur le régime Kagame pour qu'il y ait dialogue entre Rwandais. Et à partir du dialogue entre Rwandais, nous pouvons respirer. Parce que si demain le pouvoir changeait, comme ça a changé en 62, 59-62 au Rwanda, quand ça a changé au Rwanda, nous avions reçu les Tutsis comme exilés. Et 30 ans après, quand ça change, les Tutsis prennent le pouvoir, nous avons le Hutu. Donc nous allons continuer à vivre ce cycle-là. Quand les Tutsis prennent le pouvoir, le fardeau des Hutus, c'est le Congo. Quand les Hutus prennent le pouvoir, non. Il faut qu'ils arrivent à créer une coexistence pacifique au Rwanda. Dans le dialogue au Rwanda, pas au Congo. Non, le dialogue au Rwanda, le retrait des troupes rwandaises du Congo, et après nous verrons nos problèmes à nous. Merci. Maître Samuel Nkonko, votre lecture par rapport à cette affaire de dialogue comme voie de sortie des crises? Merci beaucoup, Dan. Je crois que comparativement à tout ce que notre débatteur venait de dire, je vais juste poser un mot très important. C'est lequel? C'est qu'il faut d'abord qu'on soit en mesure de détecter les causes profondes de la crise. Je crois que les causes profondes de la crise ont été suffisamment traitées et évoquées à 3 niveaux. Vous avez le premier niveau, au niveau de la dynamique de Washington, qui a mis aux prises le gouvernement de la République démocratique du Congo et le Rwanda pour essayer de régler la question de la région. Et quelle a été proposée comme étant voie de sortie? C'était, on a mis en place certains axes majeurs, à savoir des axes de résolution tendant sur les questions humanitaires et aussi les questions d'ordre économique. Ça, c'est au niveau des accords de Washington. C'est comme l'a dit notre aîné tantôt, M. Niquez, il a dit qu'il était important pour la pacification de cette région qu'il y ait une cohabitation pacifique entre nous et le Rwanda. Mais il faut aussi retenir une chose ici, ce n'est pas les crises qu'il y a au Rwanda
qui constituent la stabilité que nous avons à l'est de notre pays. Aujourd'hui, ça peut être utilisé comme étant un prétexte. Non, parce que aujourd'hui, comment on les appelle, les Hutus, bien les Interahamwe qu'on retrouve en République démocratique du Congo depuis le génocide de 94. Quelle est la capacité de nuisance qu'ils ont aujourd'hui par rapport à leur gouvernement? Qu'est-ce qu'ils représentent? Ils n'ont plus cette capacité de nuisance qu'ils avaient il y a 30 ans passés. Voilà pourquoi je suis en train de dire que ce n'est qu'un prétexte. Pourquoi? Parce que le Rwanda est en train d'accomplir carrément un agenda de la communauté internationale tentant à pouvoir piller carrément les ressources stratégiques qui se retrouvent dans la région. Elle est tout simplement sous-traitée. Et elle a pour aussi alibi et raison, c'est qu'en interne, nous avons aussi des dissensions. Lorsqu'en interne, nous ne nous attendons pas. Vous avez carrément une sorte de cheval de Troie qui se forme. Vous avez les frustrés en interne qui s'allient avec les autres de la région et les impérialistes. Et ensemble, ils forment un bloc pour pouvoir carrément maintenir l'instabilité dans cette région-là. Voilà pourquoi il y a deux voies de sortie qui ont été proposées. La première, c'était les accords de Washington par rapport à la région. Deuxième initiative, ce sont les discussions qui se passent à Doha entre la République démocratique du Congo et l'AFC. Est-ce qu'il faut qu'on ait nécessairement en interne aussi un autre dialogue? C'est ce que Doha et Washington n'est pas déjà un cadre de dialogue? Vous savez, il est important de souligner les causes de nos problèmes sécuritaires. La plupart de nos problèmes et des causes de nos problèmes sécuritaires sont liées d'abord à certaines frustrations politiques. C'est souvent lié à ça. Avant qu'il y ait cette rébellion de l'AFC M23, vous aviez eu d'abord au départ certaines discussions qui s'est passées à Kinshasa avec certains acteurs politiques frustrés. Ils sont allés prendre comme alternative la prise des armes. La base, souvent, ce sont les frustrations d'ordre politique. Voilà pourquoi il est aussi important qu'en interne... Et l'agression? L'agression, c'est par rapport aux pays voisins. C'est par rapport aux pays voisins. Je venais de dire tantôt que la question d'agression, elle a deux facettes. La première facette, c'est laquelle? C'est que d'abord, le Rwanda est sous-traité tout simplement par la communauté internationale afin de maintenir l'instabilité dans la région de l'Est pour faciliter le pillage de ressources stratégiques, des ressources minérales stratégiques aujourd'hui. Et deuxièmement aussi, c'est que elle a plus facilité à pouvoir faire ce qu'elle fait. Pourquoi? Parce que nous, en interne, nous avons des dissensions, nous avons tout le temps des crises répétitives qui justifient qu'à des moments donnés, les frustrés aillent former des alliances avec les pays voisins. Pour régler ça, voilà pourquoi vous avez vu la proposition que nous a faite la SYNCO et l'ECC. Ce fameux pacte social sur la paix et sur le bien vivre ensemble au pays et dans la région. Vous voyez ça d'un bon œil? J'ai besoin de voir ça dans un bon œil. Pourquoi? Parce que les crises deviennent cycliques dans la région. Les crises deviennent cycliques. On a eu beaucoup de dialogues qui n'ont pas résolu les problèmes. On en aura toujours, laissez-moi vous scandaliser, on en aura toujours tant que la situation restera telle qu'elle. Il y en aura toujours. D'autant continuer avec les dialogues pendant qu'il n'y a pas de solution. Il faudra créer cet État. Il faudra créer la capacité de dissuasion de notre armée. Tant que nous ne sommes pas forts, nous aurons toujours des dialogues. Nous sommes un pays à enjeu stratégique dans la région. Mais nous n'avons pas les capacités ou les éléments nécessaires à pouvoir réellement être forts dans la région. Merci. Nous serons toujours objets de dialogue. Même s'il y a encore un dialogue ici, au moins ce dialogue, il est dit que ça sera pour une période allant jusqu'à 2060. Qu'est-ce qu'on veut? Si seulement un pacte social peut nous permettre d'avoir la paix jusqu'en 2060, ça profiterait à qui? Dans une région où nous avons des rébellions et des crises presque toutes les 5 années. Ça profiterait à qui? Bon, on a compris, on a suivi, hein, bon, chacun... Non, mais Sophie, un petit mot. Considérez qu'il parle de frustré. Je prends un aspect de Nanda. À cause de tous les chaos électoraux et tout ce qu'il a fait pour M. Kabila, Nitouri Kabila lui donne 2 mines d'or. Sans document, ni papier, ni titre. L'État compte... 2 mines d'or. Bien sûr, des carrés miniers, comme vous le dites. L'État rentabilise, on vérifie, et ça appartient au Kimo, sans titre ni droit au Kimo reprend. Il fait des contrats de concession de part et porte avec des autres exploitants pour qu'il y ait de l'argent afin de permettre l'État de fonctionner. Comme ça. On te reprend, puisqu'on a pris le mine d'or qui a été donné gratuitement, comme si c'était le bien de M. Kabila, il disposait à qui il voulait. Et non, je prends les armes, puisqu'on a pris les 2 mines d'or. Vous appelez ça aussi frustration politique? Mais je suis désolé d'être un politicien congolais. C'est une honte. On te prend un immeuble. Non, je suis frustré puisqu'on m'a déguerpi ici, je prends les armes. À ce moment-là, nous félicitons Fayoulou.
d'être cet opposant qui reste, mais je ne dis pas sans faute, mais qui n'a pas pris les armes alors qu'il prétendait être élu en 2018. Il avait une bonne raison pour aller prendre les armes puisqu'il était le président élu à son entendement. C'est logique. Vous appelez frustration qu'un ancien chef de l'État qui nous a dirigé pendant 18 ans, que ce pays lui a tout donné, oubliant même qu'il est venu avec des bottes de caoutchouc, se retrouve aux côtés de ceux qui tuent son propre peuple. Vous appelez ça frustration? Alors il faut trouver des mots forts pour convaincre le Congolais et que le Congolais comprenne que le politique ne débattent pas pour eux. Se battent, se débattent et se musclent pour leurs propres intérêts. Et à ce moment-là, il peut y avoir une rupture entre la classe dirigeante et le petit peuple. Et le petit peuple. Qui ne pense pas que dans tous ces réunions, ces tralala, leur question est prise en compte. Maître Joël Kitenge, merci beaucoup de votre participation à Grande Tribune, après presque une année, on va le dire. Ouais, bon, on va se retrouver le temps, l'occasion, nous organiser ça, on va venir avec Maître Conk, avec l'aîné, que je trouverai si riche. J'espère qu'il va nous faire cadeau de ce livre. Ah, ça va rester, ça c'est obligatoire. On va pas faire cadeau un livre à toi. Il faut l'acheter, c'est un livre riche. À combien on le met? Merci beaucoup. $50. Merci beaucoup de nous avoir suivi. Cette émission est complètement terminée. Au revoir, on se retrouve donc la semaine prochaine. Pourquoi pas avec le même casting. Au revoir.